Alors, l'énergie nucléaire, est-ce que c'est un héritage un peu risqué ou au contraire la clé d'un avenir durable? C'est une sacrée question. Aujourd'hui, on va plonger dans l'épopée de cette technologie, de sa découverte qui a été fulgurante, jusqu'à son rôle et bien toujours un peu controversé dans notre futur. Et pour commencer, une petite touche d'humour un peu inattendue de Raymond DeVos. Ça peut sembler un peu léger, c'est vrai, pour un sujet aussi sérieux, mais au fond, ça nous rappelle quelque chose d'important. Les plus grandes révolutions scientifiques, elles commencent souvent par une simple étincelle de curiosité, un regard différent. Voilà, notre histoire, elle commence vraiment ici, avec cette promesse incroyable de percer les secrets de la matière. Et vous allez voir, c'est une aventure scientifique qui va aller à une vitesse absolument folle. Quand on regarde cette frise, honnêtement, ça donne le vertige. En moins de 50 ans, le monde a complètement changé. Il faut s'imaginer un peu. On est en 1895. Röntgen découvre les rayons X. Hop, à peine un an plus tard, Becquerel tombe par hasard sur la radioactivité. Ensuite, Einstein arrive avec son fameux E égale mc carré. Puis les Joliot-Curie qui découvrent la radioactivité artificielle. Et tout ça culmine en 1938 avec la découverte qui va tout changer, la fission nucléaire. C'est un véritable sprint scientifique, c'est incroyable. Et ça, c'est l'image qui concrétise tout ça. C'est la toute première radiographie de l'histoire, la main de Bertha Röntgen. C'est un moment dingue. Pour la première fois, on pouvait voir à travers la matière solide. Ce n'était pas juste un truc de laboratoire, une curiosité, non. C'était le vrai début d'une révolution, autant pour la science que pour la médecine. Et on arrive au cœur du sujet, la fission. Le principe, en fait, il est assez simple, mais d'une puissance incroyable. Vous prenez un neutron, il vient percuter un noyau d'uranium. Ce noyau, il devient tout de suite instable, il se brise en deux, et en se brisant, il libère une énergie absolument colossale. Voilà, c'est cette réaction qui est à l'origine de tout ce dont on va parler. C'est vraiment là que l'histoire bascule, parce que les scientifiques comprennent qu'une fission peut en déclencher d'autres, et encore d'autres. C'est l'idée de la réaction en chaîne. Et cette idée, elle met l'humanité face à un choix, face à deux chemins complètement différents. D'un côté, un potentiel immense, et de l'autre, un danger absolument terrifiant. Et cette prise de conscience, elle devient très très concrète avec cette lettre. C'est Einstein qui écrit au président Roosevelt en 1939. Et il l'alerte, il lui dit « Attention, ce nouveau phénomène, ça pourrait mener à la construction de bombes d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. » Le mot est lâché, le génie est sorti de sa bouteille et le potentiel militaire est bien réel. À partir de là, c'est parti. La course à l'arme atomique est lancée. Un projet secret absolument colossal voit le jour. C'est le fameux projet Manhattan. Et ce chiffre, 130 000, c'est juste le nombre de personnes qui ont travaillé dessus. 130 000 personnes. Des cerveaux, des bras, tous réunis pour un seul et unique objectif. C'est une mobilisation humaine et scientifique comme on n'en avait jamais vu. Et voilà, le résultat de ce projet. À gauche, on a Little Boy. À droite, Fat Man. C'est comme ça, de façon tragique, que l'énergie nucléaire fait son entrée dans la grande histoire. Une entrée qui va marquer les esprits, à tout jamais. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Après la guerre, l'objectif change du tout au tout. La question devient comment est-ce qu'on peut maîtriser cette puissance incroyable, non plus pour détruire, mais cette fois pour construire, pour produire de l'électricité tout simplement. Et cette citation de Lord Marshall, elle résume parfaitement la situation de l'époque. Pour un pays comme la France, sans pétrole, sans gaz, sans charbon, le nucléaire civil, ce n'était pas juste une option sur la table. Non, c'était une question de survie économique et surtout d'indépendance stratégique. Et ce choix, il a eu un résultat assez spectaculaire. Il suffit de regarder les chiffres. La dépendance énergétique de la France, en 1973, elle était de 77%. Aujourd'hui, on est tombé à environ 50%. C'est le résultat direct, mécanique, de l'investissement massif dans le parc nucléaire. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, aujourd'hui, comment ça marche un réacteur? Et surtout, qu'id de son profil environnemental? C'est ce qu'on va regarder de plus près maintenant. Ce schéma, il nous montre vraiment le cœur du processus. On a notre neutron qui vient frapper un noyau, le noyau se met à se déformer, à vibrer, et paf, il finit par se casser en deux. Et c'est cette rupture qui libère de l'énergie. Et, point absolument crucial, elle libère aussi d'autres neutrons. Et ce sont eux qui vont aller perpétuer la réaction. Alors, si on décompose, c'est tout simple. Étape 1, un neutron frappe un noyau. Ça provoque la fission. Étape 2, cette fission libère de l'énergie, de la chaleur et 2 ou 3 nouveaux neutrons. Et enfin, étape 3, ces nouveaux neutrons vont aller frapper d'autres noyaux et ainsi de suite. C'est ça, la réaction en chaîne contrôlée. C'est le moteur du réacteur. Le gros avantage, c'est que toute cette énergie est produite sans émettre de CO2. C'est un point majeur pour le climat. Mais ça nous amène forcément
à la question cruciale, celle qui inquiète un peu tout le monde. Que fait-on des déchets radioactifs? Ce graphique, il est super important pour bien comprendre de quoi on parle. Prenons une année pour un habitant en France. Eh bien, 90% des déchets nucléaires produits sont en fait des déchets de faible activité. Des outils, des vêtements, ce genre de choses. Les déchets de haute activité, ceux qui font le plus parler d'eux, eh bien, ils ne représentent que 1% du total. Juste 1%. Et pour mettre les choses encore plus en perspective, comparons les volumes. Les déchets nucléaires de haute activité, c'est 10 grammes. 10 petits grammes par personne et par an en France. Et en face de ça, on a tous les autres déchets, industriels, domestiques. Ça monte à 2 tonnes et demie, 2500 kilos. Le contraste est juste saisissant et il est essentiel pour bien comprendre l'enjeu. Bon, on voit que le nucléaire a des caractéristiques vraiment à part. C'est une énergie très dense, bas carbone, mais pour qu'elle ait vraiment une place dans un futur durable, il y a des conditions. Plusieurs conditions qui doivent absolument être réunies. En gros, les experts s'accordent sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la recherche et le développement. Il faut continuer d'innover. Le deuxième, c'est la formation. Il faut s'assurer qu'on a les spécialistes pour faire tourner tout ça. Et enfin, le troisième, qui est peut-être le plus crucial de tous, obtenir et surtout maintenir la confiance du public. Justement, en parlant de recherche, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers les réacteurs du futur, ce qu'on appelle la génération 4. L'idée, c'est quoi? C'est de créer des systèmes encore plus sûrs, plus efficaces et surtout qui produisent beaucoup moins de déchets. Il y a même des projets qui pourraient brûler une partie des déchets qu'on a déjà stockés. C'est assez fascinant. Et pour la confiance, il n'y a pas de secret. La clé, c'est la transparence. Et cette échelle, l'échelle INES, en est un très bon exemple. C'est un outil qui permet de communiquer de façon simple, claire et standardisée partout dans le monde sur la gravité d'un incident ou d'un accident. C'est vraiment un outil indispensable pour que le dialogue soit possible. Donc, pour résumer, on voit bien que le nucléaire a des atouts indéniables dans la perspective du développement durable, surtout cette capacité à produire énormément d'électricité sans émettre de carbone. Mais son avenir, eh bien, il dépendra vraiment de notre capacité collective à relever les défis qu'on vient de voir. La sûreté, les déchets, la confiance. Et on en revient donc à notre question de départ. L'énergie nucléaire, est-ce un héritage risqué ou vraiment une des clés pour un avenir durable? On l'aura compris, il n'y a pas de réponse simple, pas de noir ou de blanc. C'est une histoire complexe, une histoire qui continue de s'écrire, littéralement, jour après jour.